courte introduction pour cette vidéo avec Karl Brochu. On évoque bien sûr l'Alaska, on évoque les vacances, la dissidence, on évoque Gaza, on fait un peu un tour d'horizon puisqu'on n'avait pas pu se voir la semaine dernière. Je parle aussi de mes projets de marche. On évoque l'affaire Epstein et une personnalité finalement inattendue dans le dossier. On évoque la lettre de Melania Trump à Vladimir Poutine. Bref, je pense que vous n'allez pas vous embêter en regardant cette discussion. Je dis aussi que, compte tenu de ce qui s'est passé le 15 août en France, et toujours les mêmes histoires dans les médias, hein, cet Olivier qui a été coupé, et les médias qui ne parlent que de ça, comme si c'était le pire crime antisémite de l'univers, alors qu'il y a des milliers, des millions en l'occurrence de Palestiniens qui sont en train de mourir de faim à Gaza. Voilà, je dis pas que c'est un false flag, mais qui peut avoir l'idée de couper un olivier le 15 août, le matin, pour être sûr, ou le soir, ou la nuit, pour être sûr que les médias ne parleront que de ça, que le président ne parlera, ou parlera beaucoup de ça, que le Premier ministre, que toutes les polices de France et de Navarre maintenant sont à la poursuite d'un bûcheron antisémite. Enfin bref, voilà. Et donc j'ai décidé pour quelques jours de réduire très sensiblement le prix de mon abonnement à Substack. C'est pas du tout mon habitude, parce que je considère que le prix est raisonnable, mais je sais que pour beaucoup d'entre vous, eh bien raisonnable, c'est quand même beaucoup d'argent. Donc je fais ça pour ceux qui ont quand même les moyens de payer quelque chose. Sinon c'est toujours possible de demander à accéder à Substack gratuitement. Et bien voilà, il y a une promotion sur mon Substack, donc Bertrand 55. Substack, je vous rappelle, c'est une lettre d'information en ligne quotidienne, passionnante. Vous pourrez lire les commentaires si vous avez des hésitations avant de vous décider. Et puis de toute façon, les lettres sont pour toujours une longue introduction gratuite et accessible à tout le monde. Voilà, je vous souhaite une bonne vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci de votre attention. Bonjour Bertrand. Bonjour Karl et bonjour à tous. Bonne fin de week-end. Oui, juste répéter en début d'émission, Bertrand, qu'on a été censuré de la part de YouTube sur une vidéo que j'ai fait il y a 6 mois environ avec le capitaine Place concernant le rabbin Toitou, où on exposait un peu sa pensée. Et mercredi, j'ai appris que Brochu TV avait été sanctionné pour propos haineux. Donc, on est suspendu pour 1 semaine et il faut commencer à regarder d'autres façons d'écouter nos émissions, Bertrand, parce que j'ai l'impression qu'on est dans le collimateur et j'invite les gens à essayer de... On est autant sur Facebook aussi, des fois je suis surpris qu'on est encore là. Il y a X, Odyssey, VK et Rumble. Je sais que Rumble est coupé en France, mais c'est ça, il y a X, en tout cas, en ce moment, qu'on peut écouter nos émissions, Bertrand. Tes commentaires là-dessus?
si tu veux, il y a une loi qui vient d'être annoncée en Europe et qui permet aux services de police de tous les pays européens d'arrêter n'importe quel journaliste, influenceur, sur des bases très vagues, selon lesquelles, en fait, il causerait potentiellement un risque pour la société, pour l'État. Donc c'est une notion un peu amoindrie du terrorisme. Mais ça permet véritablement de mettre sous les barreaux n'importe quel journaliste. Donc, de toute façon, en Europe, les choses vont changer radicalement. Quelqu'un comme Xavier Poussard se demande même si ce n'est pas des lois qui sont faites pour lui. Parce que ça permet à un pays, par exemple la France, de demander à un autre pays européen d'arrêter en Allemagne un citoyen français qui serait résident en Allemagne pour être à l'abri, entre guillemets, de la justice française en se disant, en Allemagne, avant qu'il m'extrade, eh bien, il va se passer du temps. Non, en fait, la loi en question permettra d'aller beaucoup plus vite. Donc, l'Europe prend toutes les mesures pour faire taire. Il est très possible, d'ailleurs, que ta vidéo sur YouTube soit censurée. Pas du tout à cause de demandes faites au Québec ou au Canada, mais à cause de demandes faites en France ou en Belgique. C'est ça, il fonctionne aux plaintes, hein? Ah, c'est que de la dénonciation. C'est pas l'intelligence artificielle de YouTube qui subitement passe en revue ta vidéo et se dit, en fait, YouTube, il fonctionne différemment. C'est-à-dire qu'avant de laisser faire de la pub sur ta chaîne, il vérifie si, a priori, il y a des choses qui peuvent gêner. Mais ils ne sont pas très regardants, entre guillemets. En fait, ils comptent plutôt sur les dénonciations. Parce qu'ils savent que les chaînes qui dérangent, qui ont une certaine taille, donc qui sont significatives, elles sont suivies par des armées en Europe ou en Israël qui ne sont payées que pour faire la police sur les réseaux. Oui. Et donc, c'est pour ça que parfois, même longtemps après, tu vas être dénoncé. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui va dire cette vidéo contrevient. Et il suffit que la loi ait un peu évolué. Et eux, en fait, savent que la nouvelle norme a été mise en place. Et ils disent, voilà, cette vidéo ne répond plus aux critères de telle nouvelle norme. Et l'intelligence artificielle de YouTube vérifie et constate qu'effectivement, la nouvelle norme en question, qui s'impose à YouTube, n'est plus validée. Et donc, tu as des gens qui repassent sans cesse en revue toutes les chaînes qui ont plus de 15 ou 20 000 abonnés, c'est-à-dire qui commencent à avoir un impact, en fait. Maintenant que toi, tu es à 20 000, je pense, sur YouTube. C'est ça, j'ai pas pogné le 20 000, puis je me demandais si je devais pas commencer à suggérer aux gens de se désabonner pour qu'on attire l'attention de plus en plus, c'est certain. Mais les seuils, c'est des seuils. Dès que tu es à 20 000, eh ben, tu franchis un seuil. Après, quand tu es à 50 000, puis quand tu es à 100 000, puis 200 ou 300 000, en fait, et à chaque fois, en fait, ils sont beaucoup plus intéressés par toi parce que tu vas représenter de l'argent pour eux. Mais en même temps, ils savent que tu vas attirer beaucoup d'attention. C'est-à-dire, les gens qui ne veulent pas entendre ce que tu dis, eh bien, ils vont venir troller le caviardage, ils vont venir donner des alertes, y compris à X. C'est-à-dire que là, peut-être dès qu'on commence à parler, il y a déjà 3-4 personnes qui ont dit cette vidéo, c'est des gens qui vont tenir des propos inacceptables. Et donc, l'intelligence artificielle tombe pas dans le panneau. Mais si jamais on est sur la ligne jaune, tu sais, il y a quelques jours, l'intelligence artificielle Grok a été suspendue de X par XAI, qui est l'intelligence artificielle de Grok. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, l'intelligence artificielle s'est auto-suspendue. Et donc, ce qui est très intéressant, ce qu'a fait X, c'est qu'il a changé les critères d'XAI. Puisque Grok, évidemment, dit la vérité. Grok n'est pas fabriqué pour mentir. Mais les seuils de tolérance de XAI
ne permettait pas à la vérité d'être dite. Wow. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux, sur les réseaux sociaux, les gens considèrent, les sionistes et autres, que Grok est antisémite. C'est très sérieux. Ah oui, hein? Pourquoi ? Parce que Grok dit la vérité. Par exemple, sur des questions comme la Nakba, Grok explique les choses telles qu'elles sont. Mais pour beaucoup de sionistes, c'est intolérable à entendre. Ils ne veulent pas qu'on dise qu'il y a des centaines de villages qui ont été détruits, qu'il y a des centaines de personnes qui ont été tuées et qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui ont dû abandonner sans aucun dédommagement du jour au lendemain leur maison. Des villages entiers ont été détruits, ils ont été renommés. Le nom a été effacé. Quasiment citer le nom de villages palestiniens de l'époque, c'est presque de l'antisémitisme. J'ai quelqu'un avec qui je discute souvent sur Internet et qui me montrait un extrait d'une série américaine qui s'appelle West Wing. C'est une série ancienne. Et il y a un épisode dans cette série West Wing dans lequel quelqu'un qui travaille au contact du président des États-Unis lui dit « Monsieur le Président, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait vous plaire sur un marché aux puces. » Et en fait, c'est une carte qui a été imprimée en 1708, donc c'est une vieille carte de la Palestine. OK. Une carte de 1708 et qui montre en fait la Palestine à l'époque du Christ. D'accord. Et il est fasciné parce qu'il découvre qu'en fait, eh ben, il y a un peuple qui habite là qui sont les Cananéens et qui sont là depuis bien avant Abraham, donc bien avant les Hébreux. Donc, en fait, le président des États-Unis constate qu'il y a des gens qui vivaient en Israël avant même les Hébreux. Sous-entendu qu'ils peuvent prétendre à cette terre encore plus. Puisque oui. pour l'instant, Dieu n'a pas donné la terre. Si Dieu avait donné la terre, on le saurait tous. Il aurait fait un signe. Il n'aurait pas tué des milliers de Palestiniens s'il avait décidé de donner la terre à Israël. Tu vois, si Dieu voulait donner la terre à Israël, ça ne se passerait pas dans le cadre d'un génocide. Eh bien, le président est super content, il est très ému. Et donc, il montre à un de ses collaborateurs la carte. Il dit « Regarde et tout. Regarde le nom des villages. » Et l'autre lui dit « Mais qu'est-ce que vous voulez faire, monsieur le président ?» Il dit « Je vais l'afficher en face de mon bureau. » Et il dit « Mais non, mais c'est pas possible. » Alors, il dit « Pourquoi c'est pas possible ?» Eh bien, il y a des gens qui pourraient mal le prendre, puisque ça pourrait être un message que vous, président des États-Unis, remettez en cause Israël. Mais il dit, mais vous plaisantez. Israël existe 250 ans après cette carte. Donc quel est le lien avec Israël ? La carte, elle date de 1708. Israël est créé en 1948, 240 ans après. Donc il n'y a aucun lien entre la carte et Israël. C'est deux choses séparées. Et puis il est quand même décidé. Et puis un peu plus tard, il a sa secrétaire particulière qui vient dans le bureau. C'est le père de Martin Sheen, le héros du film, qui est le président des États-Unis. Et il lui dit, vous êtes au courant pour cette carte que Charlie m'a offert, donc celui qui lui a offert. Et la dame lui dit, oui, monsieur le président, mais je veux absolument pas en entendre parler et vous allez pas la garder, il est hors de question. Et puis il lui dit, mais c'est quoi ce truc ? Ah non, mais on en a parlé avec tout le monde, il est hors de question que ça se soit affiché à la Maison Blanche parce que ça pourrait être pris comme une attaque frontale contre Israël. Et si tu veux, c'est dans cette série. Évidemment, cet épisode a dû passer entre les gouttes où la série n'a pas eu autant de succès qu'elle aurait pu avoir, parce que ça montre l'oppression constante. C'est-à-dire, tu peux même pas mettre une carte qui date de 1708, parce que cette carte pourrait être considérée comme antisémite
de façon antidatée. C'est-à-dire mettre une carte qui date de 1700 pourrait être un acte antisémite pour une entité qui a été créée en 1948. Non mais tu vois, c'est des malades mentaux. Écoute, c'est très intéressant ce que tu nous exposes aujourd'hui, Bertrand, parce que j'en parle depuis une couple de semaines aussi. Comment j'en ai parlé avec d'autres collaborateurs aussi. Tout ce qui entoure la question israélienne de l'Holocauste, de tout ce qui touche l'antisémitisme. Aujourd'hui, là, on commence à démêler. C'est au moins un des bienfaits des crises qu'on vit actuellement au Proche-Orient, c'est que ça nous oblige à comprendre, là, à sortir des croyances, des amalgames des croyances qu'on essaie de nous ancrer dans le cerveau. Cognitivement parlant, Bertrand, quand je parle avec des gens peu renseignés, je vois sortir des mythes montés par les médias. Et au Québec, on va en parler. Là, je veux vraiment t'exposer, parce qu'on en a parlé avant l'émission, de comment on tente. Les manifestations pro-palestiniennes ont commencé dans les universités et ils se sont déplacés dans les rues à Montréal. Et là est partie la saga des prières de rue avec des drapeaux palestiniens. Où là, j'avertis mes auditeurs au Québec de faire attention parce que là, on assiste à une pièce de théâtre où on essaie là, de monter des communautés une contre l'autre. Et oui, c'est très habile. Tu sais, rappelle-toi ce double attentat à Washington de 2 employés de l'ambassade israélienne. Comme par hasard, elle, juive, lui, chrétien, et qui sont tués dans le musée juif de Washington. Il n'y a aucune image, des corps, mais on a juste une image de celui qui est accusé, qui aurait tiré, excuse-moi du peu, 23 balles. Ouais. Ça veut dire qu'il a rechargé le pistolet dans un musée israélien à Washington sans que personne n'intervienne. Ah ouais. Les corps étaient déjà en chemin vers Israël avant même d'être froids. C'est-à-dire que personne n'a jamais vu les corps. Enfin, tu vois, la police, le FBI, tous ces gens-là, les corps étaient déjà partis. Des corps avec 23 balles dedans, quand même. Et lui, on le voit juste crier « Free Palestine ». Mais alors, vraiment, tu te dis, tiens, la caméra arrive juste pour le filmer. Et puis, tu as tous les gens qui dansent autour. Enfin, on ne dirait pas qu'il vient d'y avoir 23 balles tirées avec un pistolet. Et ce qui est encore plus fou, et ça c'est Candace Owens qui le disait, c'est qu'il y a quelques jours, il y a une opération de police qui arrête un Israélien dans le Nevada parce qu'il a approché des enfants pour des trucs sexuels. Et puis finalement, en fait, il ne s'est rien passé parce que c'est un des conseillers à la sécurité de Netanyahou. Et donc, il est parti. Il n'a pas été inquiété. Ah. Non, mais c'est énorme. Oui, c'est énorme. Mais c'est énorme. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une loi qui est pour tout le monde, mais pas pour tout le monde. C'est-à-dire, tu sais, en France, il y a quelque chose dont tout le monde parle en ce moment. Il y a un olivier qui a été planté en hommage à Ilham Halimi, qui a été tué. Ça a été considéré comme un crime antisémite très grave, donc dont on a beaucoup, beaucoup parlé en France. Alors qu'il y a beaucoup de crimes horribles dont on n'entend pas du tout parler. Mais là, c'était un crime antisémite, donc il fallait en parler. Il y a quelqu'un qui, comme par hasard, le 15 août, a décidé de couper l'arbre. Alors en plus, ça a gâché le 15 août, parce que le 15 août, résultat, au lieu de parler de la Vierge Marie, de la Sainte Marie, etc., on n'en a pas du tout parlé, on n'a parlé que d'Ilham Halimi. Donc, et de cet olivier qui est coupé, et que c'est un sacrilège, parce que tout le monde sait bien d'ailleurs que les oliviers, c'est le symbole d'Israël. Parce que comme tout le monde sait que le brin d'olivier, c'est le symbole de la paix, évidemment, l'olivier, c'est le symbole d'Israël, puisqu'on sait que Israël, c'est la paix. Hein.
Ils sont Ben en oui. guerre avec le Liban, avec la Syrie, avec les Palestiniens, avec les Iraniens, avec quasiment le monde entier. Mais non, l'olivier, arbre symbole de la paix, c'est le Puis on symbole sait d'Israël. que Donc couper un olivier, c'est un acte antisémite très fort. Et en plus, l'olivier d'Ilham Halimi, c'est encore plus antisémite. Eh bien, on découvre dans le même temps qu'en fait, Ilham Halimi, il n'a jamais été enterré en France. D'accord. Il est enterré en Israël. Wow. Non, mais c'est un monde de malades. Enfin, je comprends pas, en fait. Il était français ou il était israélien, c'est quoi il a jamais vécu là-bas, il est jamais... mais qu'est-ce que... Enfin, tu vois, tu as une instrumentalisation de tous les symboles de la mort, etc. Oui, il y a un connard débile qui a coupé un arbre un 15 août. Peut-être on découvrira que en fait c'est un coup monté. Eh bien, toutes les polices de France, toutes les caméras, tout le monde est mobilisé pour savoir qui a coupé un arbre. Ah oui. Le même week-end, tu as peut-être eu des crimes crapuleux, tu as peut-être eu des viols, tu as peut-être eu des gens qui ont été cambriolés chez eux, ça a détruit. Tout le monde s'en fout. Il y aura peut-être une enquête, il y aura une plainte, un machin. Mais alors là, le président fait un tweet. Le Premier ministre dit que c'est absolument abominable. Ni le président, ni le Premier ministre n'ont souhaité une bonne Sainte-Marie. Mais là, tu as ça. Il faut que toutes les polices de France trouvent qui a fait ça. Donc, toutes les vidéosurveillances de toutes les caméras, de tout machin, tu as l'impression d'être dans une série américaine où ils sont déjà en train de faire le portrait robot du criminel, etc. Tu sais, comme ils avaient fait quand il y a... Oh, là, on a une petite coupure. C'est très intéressant ce que Bertrand a abordé dans l'émission aujourd'hui parce qu'on va approfondir ça le temps qu'il revienne, qu'il se reconnecte. Oh, voilà, c'est revenu. C'est revenu. Non, là, ça a comme pouf sauté quand j'ai cru que c'était... Oui, là, il va revenir. Bertrand, ça l'a sauté, mais on continue. Mais c'est pas ça, c'est que quelqu'un m'a appelé en même temps. Il n'y a pas de problème. Ça peut arriver, c'est les joies du direct. On continue. Donc, il y avait eu des étoiles de David qui avaient été peintes. Oui. Et finalement, il s'est avéré que c'était faux, que c'était des personnes qui avaient été payées, des Roumains qui avaient été payés pour le faire. Et là, l'enquête s'est arrêtée tout de suite. Tout de suite. Pas eu d'enquête. Bertrand, c'est intéressant. Ils ont pas cherché à savoir qui avait payé. Mais en revanche, le tohu-bohu et le fait que ça soit compté dans les actes antisémites, ça n'a pas été enlevé de la liste. Pareil, un jour, il y a un monsieur qui est censé avoir voulu mettre en feu une synagogue, qu'il n'a pas mis en feu. Il a juste mis en feu une voiture pas loin de la synagogue. Et très mauvais, le type. Il y avait des images bizarres, etc. Pareil, pas d'enquête. Parce qu'en fait, dès que les gens ont montré que les images, que rien ne tenait la route, alors ils ont arrêté d'en parler. Mais pendant 3 jours, ils n'ont parlé que de ça. Bertrand, hein, c'est intéressant. Puis on dirait que entre nous autres, quand on s'en parle, ça n'a pas autant d'impact que quand c'est des Américains qui en parlent. Et là, j'ai abordé cette question-là dans des forums sur TikTok. Je commence à participer tranquillement, que je trouve très intéressant, où ces mythes-là ont ressorti, où j'ai essayé d'expliquer qu'on était manipulés. Écoute, on m'a traité de nazi, d'antisémite, parce que j'essaie d'explorer qui manipule l'opinion publique de cette façon-là. Et je te dirais que quand tu dis qu'on est dans une guerre cognitive, ce qu'on va aborder ce soir, là, c'est très important. Parce que si on reste dans cette matrice-là, là, oublions ça, là, on va embarquer dans ce qui nous prépare, là, cette gang-là. Mais si tu regardes sur X, si tu regardes pas dans ma dernière lettre, mais dans ma lettre d'hier, sur Substack, oui. J'ai quelqu'un, un copain qui me dit « Est-ce que tu suis Cossette ?» Je lui dis « Non, tu sais bien que je ne suis pas Cossette. » Et il me dit « Mais il est en train d'être de plus en plus sioniste. Il est complètement… » Alors je lui dis « Mais pourquoi ?» Et il m'envoie une réponse d'un tweet
parce qu'il y a quelqu'un qui dit mais ce sommet en Alaska n'a pas de sens parce qu'il parle de mort dans le Donbass et ailleurs, mais on ne peut pas parler de ça sans parler de ce qui se passe, la famine, les morts à Gaza. Et Cossette répond à la personne qui marque ça sur son tweet, mais non, les Palestiniens ont décidé de se battre jusqu'à la mort, donc vous pourriez au moins les laisser tranquilles, c'est leur décision. Wow. Non mais, comme si c'était la décision des Palestiniens. Les bébés palestiniens, il y en a qui étaient même pas nés le 7 octobre. Et puis, l'histoire ne commence pas le 7 octobre. L'histoire, elle commence même pas en 1948. C'est-à-dire que quand tu cherches dans les livres d'histoire, tu sais très bien que les premiers kibbutz, c'était une manière, entre guillemets, d'envahir la Palestine. Ben oui. Ils prenaient les kibbutz avec de l'argent, puis ils s'étendaient, puis ils faisaient fuir. Enfin, on connaît tous l'histoire des attentats terroristes jusqu'à 1948, mais c'était pas que des attentats terroristes en Palestine, c'était des attentats terroristes où ils allaient même en Égypte, partout, pour terrifier les Anglais, les Français, leur dire on lâchera rien. Et comme tu avais les travaux de Albert Pike, etc., si tu veux, tout ça a convergé pour arriver à la situation dans laquelle on est aujourd'hui, qui est une situation très compliquée. Mais ceux qui ne respectent pas les autres, c'est ceux qui sont arrivés après. Moi, dans ma vie, on m'a toujours appris à respecter les gens qui m'invitaient chez eux. Ouais. Imagine-toi, Karl, tu avais une maison, une très grande maison, parce que tes enfants vivaient là, etc. Il y a 10 chambres. Et puis un jour, tu te dis, bah tiens, je vais louer mes chambres, parce que ça ne sert à rien qu'elles soient vides. Et puis, tu dis, c'est plus simple de louer à la même famille, parce que, sauf qu'un jour, la famille en question, ils sont 10 chez toi. Et toi, tu es seul avec ta femme. Et puis un soir, à dîner, tu es tranquille avec ta femme dans le salon, qui est un peu privé pour vous, ils ont d'autres pièces. Et puis, toc à la porte de ton salon et ils disent, Monsieur Brochu. Et puis tu dis, oui, qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, voilà, à partir de demain, la pièce dans laquelle vous êtes, elle est pour nous. Ah bon? Mais c'est quoi cette histoire? Ben voilà, on en a parlé entre nous. On trouve que c'est pas normal parce que on est la majorité. On est, on est bien chez vous, on paye, mais on trouve qu'on est très maltraité en n'ayant pas accès au salon cuisine. Et on aime bien les ustensiles que vous avez, alors que dans la petite kitchenette que vous nous avez donnée, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Donc, prenez vos dispositions. Vous pourrez bénéficier de la kitchenette quand on ne l'utilise pas, mais à partir de maintenant, ça, c'est pour nous. Bah, comment tu vois ça? Comment tu vis ça? Il s'est passé la même chose dans plein d'endroits du monde. Oui. C'est-à-dire que des gens qui sont arrivés, les Français, ils ont fait la même chose en Nouvelle-Calédonie. Et aujourd'hui, on dit aux Calédoniens, mais attendez, on va faire un référendum. Mais eux, ils disent, mais vous plaisantez. Nous, on est là depuis que la Terre existe. Ouais. Et vous, vous êtes arrivés au XVIIIe siècle, vous nous avez envahis, vous avez continué à nous envahir jusqu'au XXe siècle, et maintenant vous faites un référendum alors que vous êtes devenus la majorité. Mais vous êtes la majorité chez nous. Ouais. C'est pour ça qu'ils ne réussissent pas à s'entendre. Parce qu'une fois que tu t'installes chez quelqu'un et qu'il se laisse faire, et puis un jour tu dis la majorité, les plus grosses armes, parce que ça c'est pire que la majorité. Ouais. Parce qu'Israël, ils ne sont pas la majorité. Mais ils ont l'argent, ils ont les boîtes, ils ont les armes, ils ont les services secrets, ils ont la police, ils ont l'armée, ils ont les médias, ils ont tout. Ah oui. Parce qu'en réalité, les Palestiniens, si tu prends la Palestine plus Israël, ils ont la majorité. C'est pour ça qu'il faut les tuer et les virer. Ah oui.
Parce que s'ils restent là... Et là, les mouvements pro-Palestine ont commencé dans les universités, ont descendu dans les rues à Montréal, puis je vois que la dynamique est semblable ailleurs. Et nous, ici à Montréal, depuis environ une couple de mois, on a des manifestations pro-palestiniennes et on fait ces manifestations-là devant la basilique Notre-Dame de Montréal. C'est pas n'importe... On décide pas ça au hasard. Et là, on fait des prières de rue. Même que là, ces dernières heures, on a fait à croire, en tout cas avec des images qui venaient plutôt de Washington, il y a des gens qui m'en ont parlé, où on nous a dit que les musulmans auraient fait des prières dans une église à Montréal. En tout cas, moi, on me dit que c'était pas vrai. Mais je suis ça de très près. Donc là, on fait des prières de rue devant une basilique catholique et essentiellement pour allumer les Québécois de souche catholique ou ceux qu'on dit plutôt conservateurs identitaires. Et là, le plan a fonctionné parce qu'il y a environ un mois, il y a un groupe de Québécois avec des drapeaux du Québec qui ont été à cet endroit-là pour manifester contre les prières de rue. Et là, il y a un média qui vient de Toronto, où le propriétaire vient de la communauté, qui utilise une Canadienne française, Alexa. J'ai été le premier à dénoncer ça au Québec. J'ai dit, oh, faites attention, c'est une grosse pièce de théâtre où Alexa va couvrir, attise les tensions, parce qu'elle va à l'encontre des prières de rue, ça crée des réactions. Et là, je demande aux gens, entre autres, de bien réfléchir sur ces groupes-là, ces prières de rue-là, souvent des gens masqués. Plusieurs viennent des ONG commandités par des milliardaires à la George Soros. Et donc, essentiellement pour attiser les tensions entre les Québécois et les islamistes. Et là, qu'est-ce qu'on voit apparaître dans la... écoute bien ça, Bertrand. Dans cette contre-manifestation-là de Québécois qui a eu lieu il y a un mois, on a fait défiler toutes sortes de personnes au micro et on a trouvé un Iranien de service, un Iranien homosexuel qui nous a témoigné comment lui, il était pour ça, qui était contre ça, les prières de rue, puis qui avait quitté l'Iran justement parce qu'on allait le lui, on le voit partout dans le monde. Il est partout dans le monde. Il va parler à l'ONU, il va parler en France. Il est recyclé partout dans le monde. Donc lui, ça doit être l'homme sandwich payé par Soros ou payé par Tel Aviv ou payé par Washington. Il fait ça dans le monde entier. Oui, et là, j'ai un monsieur de Québec que j'aime bien inviter sur ma chaîne. Excuse-moi, j'ai des petits problèmes avec ma souris, mais ça va venir. Et là, j'ai expliqué ça à plusieurs. Entre autres, certains auditeurs tu parlais de Cossette Trudel tantôt. J'ai dit, faisons attention là, de ne pas se laisser manipuler. Parce que là, ce qu'on veut prouver, puis ça arrivait en plein dans l'intervention iranienne. Ce monsieur-là est arrivé en plein dans le bon moment où on veut associer arabes, islamistes, terroristes et bien sûr les méchants ayatollahs qui obligent les femmes à se voiler en Iran. Donc, allons-y, éliminons l'Iran. De toute façon, c'est des peuples qui sont juste qui aiment ça, la guerre, sont nés dans la guerre puis ils aiment ça. Donc, il y a cette programmation mentale-là. Moi, je veux en sortir de ça. Puis ce soir, ce que tu abordes est très important. Rebel News a été très bien vu pendant la crise covidienne. Ils ont adopté des positions très courageuses. Et là, on reprend ce groupe-là par l'intermédiaire de Rebel News et on manipule les gens complètement. Et là, je veux te montrer quelque chose. Richard
mon monsieur il m'a écrit un texte tantôt parce que lui, là, je vais le mettre ici à l'écran. Lui, là, il était complètement contre les prières de rue. Puis là, lui aussi, il était dans la haine. Je l'ai expliqué à plusieurs personnes, puis ça a fonctionné, Bertrand. Ouais. Les gens ont ouvert les yeux puis ont dit « Hein, Carl, c'est vrai ce que tu dis là? » Des gens qui ont déjà fait des manifestations contre le port du voile au Québec. C'est toutes des causes que je suis pour, moi, encore. Mais moi, ce que je dis aux gens, attention, regardez qui est derrière ça. Et là, je veux te lire son texte. Écoute bien ça. Je sais ce que je vais écrire va chatouiller l'épiderme de plusieurs, mais je m'en fous. Moi, ce n'est pas les likes que je recherche, mais de vous conscientiser avec la vérité. J'aime Alexandra Lavoie de Rebel News. C'est la femme que je t'ai parlé tantôt. Mais Alexandra est manipulée sans qu'elle le sache par les sionistes qui est propriétaire de Rebel News. On envoie cette jeune journaliste francophone couvrir les prières de rue semaine après semaine et avec ses reportages faire monter la colère des Québécois envers la communauté musulmane et qui réjouit les juifs sionistes qui contrôlent la planète et leur but de ces pourritures instaurer un nouvel ordre mondial et comment y arriver en imposant de l'immigration illégale, non compatible, pour créer des guerres civiles. Qui nous impose cette immigration de masse, c'est l'ONU et les dirigeants politiques marionnettes qui causent des guerres et emmènent chez nous le peuple qu'ils bombardent à accueillir ces pauvres miséreux que l'on bombarde et qui contrôlent l'ONU, les sionistes. Et Alexa, la journaliste, au lieu d'enquêter qui finance ces prières de rue et pourquoi les antifas sont aussi nombreux que des sniffeux de tapis, pourquoi, essaye d'aller dans un quartier, comment tu vas être accueilli. Vous avez perdu la mémoire quand la communauté du YMCA, c'est parce qu'au Québec, on a eu un cas où la communauté juive a demandé de mettre des collants dans les vitres des piscines publiques pour pas qu'on voit les femmes en bikini. C'est ça qui fait référence. Eux, les sionistes, sont heureux de voir la population québécoise se soulever contre environ 5% de radicaux islamistes et espèrent que les Québécois s'en prendront physiquement aux islamistes radicaux pour soulever la colère des 95% de musulmans modérés. C'est leur façon de procéder à ces pourritures qui sont jamais en poste de dirigeants politiques pour ne pas s'exposer, mais en plein contrôle, par contre, des marionnettes politiques qu'ils mettent en place pour l'avancement de leur agenda satanique. Écoute, c'est la vérité. C'est la vérité. Et le problème, c'est que il y a quelques personnes qui en manipulent beaucoup d'autres. Et les quelques personnes, souvent, sont infiltrées à l'intérieur des religions, mais n'ont rien à voir avec la religion. Merci, c'est ce que j'expliquais. Si, avec le début, avec ce que je disais sur West Wing, et vraiment, c'est quelque chose, c'est un message que j'ai reçu ce matin. Donc, tu vois, les coïncidences, c'est comme si des personnes voulaient m'armer avant que tu me poses ces questions. M'armer en me donnant des arguments. Mais c'est la vérité. On sait tous très bien que parfois, je vais même te donner un exemple, et qui n'a pas grand-chose à voir. Aujourd'hui, tous les réseaux sociaux montrent une lettre que Melania Trump aurait écrite à Vladimir Poutine. Et Melania Trump, elle est donc utilisée quelque part pour nuire à Vladimir Poutine. Tu vois, c'est pas normal qu'elle écrive cette lettre. Quelle est la légitimité? Pourquoi on donne beaucoup d'importance à cette lettre? C'est pas très sérieux, etc. Elle reproche à Vladimir Poutine quelque part d'être quelqu'un qui a enlevé des enfants, alors que les Russes se sont exprimés là-dessus. Ils disent que c'est parfaitement faux et ils expliquent les choses très clairement. Mais c'est une légende qui a grossi tellement que c'est sur la base de cette légende que Poutine
est recherché par la Cour pénale internationale. Wow. Mais là où Melania Trump devrait faire attention quand elle fait ça, c'est que d'une certaine manière, elle dévoile ou elle démasque qu'elle est peut-être aussi tenue par des gens. Il y a un certain nombre de personnes qui disent, qui l'ont écrit dans des livres ou qui l'ont déclaré à la télé ou qui ont montré des photos qu'il y avait des liens qui existaient entre Epstein et son mari, entre Epstein et elle, et le monde dans lequel elle vivait. Et il y a de grosses interrogations à ce sujet. Donc tu te dis, mais jusqu'à quel point? Et encore, c'est une question ouverte. Mais elle n'a pas posé une question ouverte. À Vladimir Poutine, elle ne lui donne pas un droit de réponse. Elle l'accuse dans la lettre. Ouais. Monsieur Poutine, vous qui êtes le président d'un pays qui a volé des enfants, faites quelque chose. Alors que la Russie a toujours dit qu'il n'avait jamais volé aucun enfant. Imagine si tout le monde faisait la même chose avec elle, sur la base de présomption. De quoi serait inondé Internet? Ah oui. Et donc, elle ne supporterait pas qu'on fasse ça. Puisque toutes les personnes qui ont osé évoquer le sujet, elle leur a dit, si vous continuez à évoquer, excusez-vous, machin, etc. Donc, elle accuse Vladimir Poutine et la Russie, ça ne lui pose aucun problème. Et son mari, ça ne lui pose aucun problème de diffuser la lettre, qui n'est pas du tout une lettre entre potes, puisque c'est une lettre qui est faite pour être diffusée. Tu vois, c'est pas genre une lettre un peu confidentielle. J'ose écrire ça sur un petit papier. Non, c'est une lettre très officielle, à en-tête, etc. Enfin, c'est quoi? C'est une déclaration de traîtrise. Elle n'était même pas là. Elle fait, tu vois, c'est comme si Poutine avait fait suivre une lettre d'une de ses filles ou de sa compagne à Donald Trump en disant votre pays fait ci, ça, etc. Enfin, c'est quoi cette diplomatie-là? C'est la diplomatie Star Academy? Ah oui. Non, mais c'est ridicule. Enfin, on est dans le n'importe quoi. On a pendant 3 jours les télés qui parlent d'un olivier qui a été coupé à une époque où il y a 2 millions de personnes à Gaza qui meurent de faim et personne n'en parle. Ah, Et les gens dans les bars parlent de cet olivier comme si c'était une catastrophe mondiale. On ne sait même pas où il est, l'olivier. Ils doivent-tu rire de nous autres? Non, mais c'est hallucinant Ah que oui? les gens soient aussi gogo. Assis, debout, à 4 pattes, un olivier a été coupé. Mais c'est quoi ce truc? Enfin, dans un pays où on coupe les platanes, on coupe les chênes, on détruit des églises, on incendie Notre-Dame, on détruit des églises dans lesquelles des familles entières ont été baptisées, mais elles sont détruites officiellement. Elles ne sont même pas détruites par incendie. Elles sont détruites parce que l'État a décidé qu'il ne voulait plus s'occuper des églises. Donc tu me parlais des gens qui prient à côté d'églises. Oui. À New York, pratiquement toutes les églises sont devenues des synagogues. Ah oui? Balade-toi à New York. OK. Ah, j'ai été très rapidement à New York. J'y ai jamais été pour dire, là. Mais les églises, ça devient des boîtes de nuit. Il y avait une boîte de nuit très connue à New York qui s'appelait le Lamplight. C'était une boîte très branchée dans les années 90, le Lamplight, si tu regarderas. Alors, c'était une cathédrale de New York dans laquelle il y avait des cages, dans laquelle les gens dansaient nus, des hommes, des femmes, des hommes qui couchaient entre eux, des femmes qui couchaient entre eux, dans ces trucs au-dessus du public. Enfin, qui couchaient, qui baisaient entre eux. Les boissons, elles étaient servies comme si tu étais dans une station d'essence, tu sais, avec des trucs de pompe à essence. Tu avais des gens qui étaient nus, tu sais, c'est le New York des années 90. Hein, il faut imaginer, c'est complètement débridé. Et
tu avais d'autres églises qui étaient, donc celles qui étaient converties en boîte de nuit et d'autres qui étaient achetées pour être converties en synagogue. Et moi, je sais puisque j'en connais. Je connais même le propriétaire d'une synagogue qui est une ex-église et qui est un artiste espagnol qui vit entre Paris, Madrid et New York. Et parce qu'en fait, il possède ça. C'est quelqu'un, par ailleurs, très bien. Et d'ailleurs, c'est utilisé régulièrement pour faire des baptêmes, des bar mitzvahs, des conférences, des congrès, etc. Mais ça dérange personne que ce soit une église, une ex-église. Ça ne pose de problème à personne. Et là, subitement, il faudrait que ça pose des problèmes à tout le monde. Mais c'est le monde à l'envers. Oui, puis c'était drôle drôle. C'était intéressant de voir ceux qui se sont présentés à la contre-manifestation des prières de rue, comment ils tenaient à leur patrimoine. Et je les crois sincères, mais c'est ce que j'ai essayé de faire réaliser, là, comment on nous manipulait là-dessus, juste à leur faire réfléchir que ça n'a aucun rapport que ces prières de rue-là soient tenues devant des églises. Il serait beaucoup plus... il y aurait beaucoup plus d'impact s'ils le faisaient devant des synagogues. Il y en a plein à Montréal. Ça, c'est un mystère qu'il faut élucider aussi. Pourquoi ces groupes-là qui font des manifestations n'abordent jamais la question? Mais Karl, je vais te dire, moi, de toute façon, ma vision des choses, elle est très simple. Et c'est exactement la même que les Russes. Il s'est passé 2 choses en Alaska. Petit 1, il devait y avoir une entrevue seule à seule entre Poutine et Trump, juste avec les traducteurs, juste les deux, et leur traducteur hyper confidentiel. Finalement, Donald Trump a eu tellement peur qu'on lui ressorte le Russiagate parce qu'il aurait parlé seul, sans micro, sans personne, qu'au dernier moment, ils ont fait ça en groupe. Ah donc, oui? il n'y a eu aucun moment où Trump et Poutine ont pu parler. Le point où ça a bloqué, un des gros points où ça a bloqué, tu sais ce que c'est? Non. C'est Gaza, l'Arménie et l'Iran. Ah oui. Ah oui, parce que d'après moi, en Ukraine, c'est réglé, là. Rien n'a bloqué. Rien. Rien. Ah non. Donc, ça veut dire que l'influence... ne pose aucun problème. Le seul problème de l'Ukraine, et Poutine l'a dit dans son discours, ce sont les Européens. Poutine a fait un discours dans lequel il a dit, mot pour mot, que sa seule inquiétude, c'était les Européens. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Donald Trump avait invité Zelensky à venir lui parler lundi. Eh bien, qui sera lundi à Washington? Zelensky? Et qui d'autre? Netanyahou. Non, Macron. Ah oui? OK. Merz. Starmer. Donc, les mêmes qui sont contre la paix vont être, entre guillemets, en majorité face à Trump. Commandités. Et des commandités. C'est toutes des commandités, ce gang-là. Exactement. Et comme dans le même temps, tu as Netanyahou qui est très content qu'il y ait cette guerre qui continue en Ukraine, parce que pendant que les gens regardent l'Ukraine, ils sont moins nombreux à regarder Gaza. Ah ben, Arnaud Develay, hier, m'a parlé du Liban. Qu'est-ce qui se passe au Liban actuellement? Mais c'est terrible, le Liban. Ils souffrent. Ils sont en train de détruire le Liban et de détruire le Hezbollah. Le Liban est en train de mettre sa tête et pour dire, bah, prenez le Liban, finalement, prenez la moitié du Liban. Et ils sont en train de prendre la Syrie. Ils sont en train de détruire le sud du Liban. C'est invivable, le sud du Liban. C'est détruit. Moi, j'ai un ami libanais qui m'a montré les photos de son village. Il est détruit. Et puis, non, mais détruit. Le village est rasé. Et on veut faire réfléchir. Les gens, là, qui ferment les yeux intentionnellement à ce génocide-là actuellement à Gaza et tout ce qui se passe là actuellement, toutes les meurtres, les causes illégales qui se passent là, Bertrand,
les gens peuvent pas dire qu'on pouvait pas savoir. Donc, faut le dire ce soir aussi. Ceux qui ferment les yeux actuellement, nous, on fait pas partie de ce groupe-là. On dénonce. T'es un de ceux qui dénoncent le plus qu'est-ce qui se passe à Gaza. Mais c'est obligatoire. Hein? On ne peut pas vivre sans dénoncer ce qui s'y passe. Et expliquez-moi toutes sortes d'histoires de religion, d'extrémisme, de choses. Ça ne tient pas. Il n'y a pas d'affaire de religion. C'est l'humanité qui est concernée, là. Sortez de vos croyances, sortez de vos manipulations. C'est pour ça que ce que j'ai vu à Montréal avec l'Iranien homosexuel, j'ai dit, wow, on est devant une manipulation gigantesque. Karl, il fait 45 degrés à Gaza, au bord de l'eau salée, de l'eau de mer. 45 degrés, ils n'ont pas d'eau, quasiment. 95% de l'eau à Gaza, elle est impropre à la consommation, même pas pour les animaux, même pour leurs chiens, quand ils sont encore vivants, leurs chats, etc. Parce que t'imagines, il y en a plus beaucoup sans doute. Les ânes ont été tués, les brebis ont été tués. Ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus de champs, ils n'ont plus d'oliviers, ils n'ont plus d'agriculture, ils n'ont plus de boulangerie, ils n'ont plus rien que l'aide alimentaire. Il y a eu plus de 1800 Palestiniens tués pour aller chercher des sacs de riz. Les armes qui sont utilisées par les gens qui sont censés faire la sécurité sur les sites alimentaires, ce sont des balles dites transperçantes, c'est-à-dire qu'une arme, elle peut transpercer 5 ou 6 personnes. La balle tirée par le fusil peut tuer avec une balle 5 ou 6 personnes. Et les Palestiniens sont tellement maigres que c'est peut-être 7 ou 8. Tellement ils sont maigres, la peau sur les os. Tu sais, c'est le monsieur qui était invité chez Tucker Carlson qui a raconté ça. C'est un spécialiste des commandos. Il a dit, quand il a vu les armes, les balles qui étaient données, il était horrifié. Bertrand, revenons justement à Tucker Carlson. Quand je t'ai dit, là, en France, puis c'est quand même surprenant de voir comment les mentalités là-dessus là, évoluent actuellement. Entre autres, de plus en plus, on est capable de faire la différence entre sionistes et sémites. Hein? Anti-sioniste, antisémite. Il faut continuer à l'expliquer aux gens. C'est très important. Puis, c'est quoi je voulais dire? Oui, mais en France, ils veulent interdire ça. En France, ils veulent nous obliger à interdire l'antisionisme. Parce qu'ils disent qu'en réalité, être antisioniste, c'est critiquer Israël. Critiquer Israël, c'est critiquer le peuple juif. Critiquer le peuple juif, c'est être antisémite. Ouais. Mais depuis quand on n'a pas le droit de critiquer la politique d'un pays qui est en guerre avec le reste du monde? Ben oui. C'est quand même un comble de ne pas pouvoir critiquer la politique d'un État qui bombarde d'autres États. C'est quoi ce truc? C'est de ne pas pouvoir critiquer un pays qui enferme les gens sans procès pendant des années. Un pays dans lequel c'est l'apartheid. Et c'est ce que disent tous les gens qui y vivent. Et je ne parle pas de gens non juifs. Je parle de juifs du Haaretz ou d'autres journaux qui disent qu'à bien des égards, l'État d'Israël se comporte comme un État apartheid par rapport aux non-juifs. C'est-à-dire que tu as des gens qui vivent en Israël depuis toujours, entre guillemets, et je ne te parle pas des Palestiniens qui ont été virés avec la Nakba, hein. Je parle de gens qui vivent dans les territoires israéliens depuis qu'Israël existe, qui ont moins de droits de gens qui arrivent et qui disent « je suis juif, je demande le droit de retour » et qui arrivent une semaine avant. Et autre chose quand même, par rapport à tous les gens qui disent « mais non, tout le monde fuit Israël ». Mais vous vous trompez complètement. Il n'y a jamais eu autant de demandes de juifs du monde d'aller en Israël qu'en ce moment. Donc les gens n'ont pas du tout peur des bombardements iraniens.
Ça, c'est des mythes qui sont racontés par un certain nombre de bonimenteurs sur les réseaux sociaux et que vous écoutez. La preuve d'ailleurs, écoutez les plateaux télé en France en disant il n'y a jamais eu autant de demandes d'ADIA, c'est-à-dire de retour en Israël, de Français en ce moment. C'est-à-dire que l'ambassade d'Israël en France, elle croule sous les demandes. Écoute, là-dessus, Bertrand, je suis ça comme toi. Il y a des gens qui ont des propos qui disent complètement le contraire de toi là-dessus. Puis moi, j'en prends puis j'en laisse des deux côtés, là. Effectivement, moi, il y en a qui aimeraient ça, voir Israël détruit, qui accentue cette nouvelle-là. Puis d'autres, c'est complètement le contraire. L'avenir nous dira. Il faut être dans les faits. Les faits, c'est pas Ouais. nos désirs. Moi, je ne prends pas mes désirs pour la réalité. Non. Non, je le sais, mais écoute, il y en a qui disent qu'Israël, à tout le moins, est au pied du mur. Moi, honnêtement, je m'attends à une attaque d'Israël sur l'Iran. C'est pas fini entre ces deux-là. Hein? Mais ils vont attaquer dans les prochains jours. Tout le monde le sait. Et c'est là que je vais te donner entièrement raison. Tu comprends? Parce que s'ils réattaquent, là, je m'attends à une réponse de l'Iran foudroyante. Non? Non, parce que l'Iran ne peut rien faire. En tout cas. Mais l'Iran, là, au cours des dernières semaines, essaye de voir comment mettre en œuvre des systèmes de défense chinois ou russes. Mais le problème, c'est que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Tu formes pas, si tu veux, les Chinois ne vont pas envoyer des milliers de Chinois pour faire la guerre à Israël. Ils ne vont pas faire ce que l'OTAN fait contre la Russie. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ils ne vont pas se retrouver de fait à donner des armes et des missiles et à les piloter contre Israël. Donc, il faut que les Iraniens apprennent à utiliser des armes qui vont leur être livrées en urgence par d'autres pays. Mais quand ces armes sont livrées, quand les nouveaux radars sont mis ici ou là, tu crois que les gens infiltrés du Mossad ou les satellites, ils ne voient pas exactement où tout ça est installé, comment c'est installé, comment les formations ont lieu, etc. Tout ça, ils le savent parfaitement. Là, l'Iran vient d'expliquer que le Mossad utilisait des groupes terroristes de Moudjahidine très connus en Iran. Ah oui. C'est-à-dire que le Mossad fait comme ce qui s'est passé avec Daesh ou autre, c'est-à-dire qu'il identifie des gens qui veulent faire chuter le gouvernement. Ben oui, effectivement. Et il va leur donner des moyens, ils vont leur donner des armes. Ils sont faciles à acheter. Très facile. Ils font la même affaire dans les universités au Québec. Les jeunes étudiants cassés comme un clou, ils les commanditent. Moi, je l'ai toujours dit, donnez-moi à peu près 5 000 $, puis je vais aller prendre le contrôle d'une faculté dans une université. Exactement. On va faire 2-3 parties, puis on va, bar ouvert, on va regarder la dynamique du groupe, on va identifier les leaders, puis à la fin du 3e party, là, je vous garantis qu'on va emmener large à l'université. Ben oui, parce que tu seras venu avec 3-4 nanas belles comme des cœurs qui tomberont amoureux de mecs qui n'ont jamais vu des nanas aussi belles leur faire du gringue. Et puis, une fois que... tu vois, aux États-Unis, ils reprochaient à des femmes chinoises très belles d'avoir approché des parlementaires. Mais quand les femmes sont binationales israéliennes, ça ne pose jamais de problème. Non mais, c'est bizarre. Ah oui. À Kennedy, ça lui posait un problème, il s'est pris une balle dans la tête. Ah oui. Et, tu vois ce que je veux dire? Oui. Kennedy disait, mais attends, la Chine, ok, c'est un problème, la Russie, c'est un problème, mais Israël, c'est pas les États-Unis. Et c'était la France qu'il ne fallait pas... c'est un pays étranger. Et puis ça, c'est l'autre affaire aussi. Ils réussissent à passer de drame après drame. Là, on le sait, c'est qui l'auteur de l'assassinat de John F. Kennedy. On a plein de questions à poser maintenant sur les tours jumelles à New York. Puis ils réussissent à passer à travers tous ces interrogatoires-là. Sauf que quand tu poses la question à Grok, il est de plus en plus en train d'expliquer que... finalement, toutes les pièces qui avaient été cachées du dossier JFK, elles visent plutôt
des problèmes de Kennedy avec Israël, et pour les tours jumelles, c'est hallucinant. Quand tu regardes l'accumulation des choses, mais c'est hallucinant. Ah, écoute, puis c'est tellement gros, là, Bertrand. Là, souvent, là, il montre des événements tellement gros, c'est pas croyable. La personne qui va essayer de débusquer ça, ces manipulations-là, ils ont tellement de moyens que... Ah oui, puis là, les tours, là, il y a toutes sortes de vidéos qui sortent là-dessus, puis ils réussissent à passer là-dessus. Mais revenons au sujet... Et juste par rapport au tour, il faut savoir quand même que le lendemain, quasiment, il sortait le Patriot Act. Qu'on me fasse pas croire que c'était pas un truc qui était préparé d'avance. Ah, cousu de fil blanc. Ben oui. Et Bertrand, revenons à notre sujet pour sortir des amalgames. Par rapport à l'Olivier d'Ilham Halimi, on est dans une montée crescendo pour se préparer à la loi sur l'antisionisme. Je peux dire. Ah oui. C'est-à-dire que cet événement va aider à déclencher quelque chose d'autre. Mais finalement, on ne saura peut-être jamais qui a vraiment commandité ça. Parce que, sincèrement, qui peut être assez con pour aller couper cet arbre? C'est quelqu'un qui est vraiment débile. C'est pas un acte politique, c'est pas... Tu vois, tu sais en le faisant que ça va créer ce battage le 15 août, le jour de la Vierge Marie, et que ça va déclencher le fait que tous les médias français ne parleront que de ça. BFM, CNews, TF1, le président, le Premier ministre. Donc, il faut que la personne qui a fait ça doit adorer qu'on soupçonne les musulmans et qu'on plaigne les juifs. Wow. Parce que sinon, tu ne peux pas faire ça. Ah non, si tu n'as pas envie qu'on soupçonne les musulmans et qu'on plaigne les juifs, tu ne peux pas couper cet arbre. Et tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est que dès que tu reviens avec du bon sens, tu as le portrait robot. À qui profite le crime? Voilà. À qui profite le crime? Moi, j'aime bien utiliser Colombo. Ah oui? Ben, Colombo, je lui dis, à qui profite le crime? Il va fumer un petit peu son cigare, il va l'écraser et puis il va partir en disant, moi, je sais pas, mais j'ai l'impression que ceux à qui ça profite, c'est pas ceux qu'on accuse. Et non. Et là, on va continuer. Par définition. On va continuer à approfondir ça, Bertrand. Je tiens à te souligner que par l'intermédiaire de certains collaborateurs, j'ai eu la confirmation qu'Alain Soral va venir à Brochu TV nous parler. Un des grands spécialistes pour bien nous expliquer de comment on est manipulé. Et je veux te passer juste le début de cette entrevue que j'invite les gens à aller. Je l'ai mis sur ma page Facebook. Puis, je te fais juste l'introduction là, qui résume. Alain Soral invite autant les musulmans que les patriotes d'allumer, là, d'arrêter de se faire manipuler, d'essayer d'élever notre niveau d'analyse d'un cran. Et il ne va jamais avec le dos de la cuillère. On l'écoute 2 minutes. Nous avons un gros problème aujourd'hui en France, une immigration incontrôlée qui vient du Sud, qui est beaucoup musulmane et qui a une part importante dans la délinquance. Vous avez déclaré justement que l'immigration massive en Europe est organisée délibérément pour détruire les nations. Et ce que n'aime pas le monde de l'argent à très haut niveau, c'est les frontières. C'est-à-dire le fait, par exemple, de ne pas pouvoir devenir un prédateur économique dans un pays. En réalité, il n'y a pas de communauté musulmane en France. Elle est montrée du doigt par le pouvoir, alors qu'elle n'existe pas en tant que communauté structurée. Ce qu'il faut comprendre à un moment donné, c'est que quand tu es étranger dans un pays et que tu arrives, il faut être un peu stratège, un peu diplomate. Sinon, ça se passe mal, tu vois. Parce qu'à l'époque, moi, de mon enfance, quand un père maghrébin était obligé d'aller chercher son fils au commissariat, il lui mettait une branlée en rentrant à la maison. C'est là où il y a un mensonge, par exemple, de Zemmour. Zemmour, il vit dans le 17e arrondissement. Le 17e arrondissement, c'est un quartier bourgeois qui est très communautaire. Lui, il rencontre jamais de racailles, il rencontre jamais la délinquance, il n'aura jamais de problème pour se faire voler sa mobilette. D'abord, il roule pas en mobilette, il roule en taxi. Le français de bas. Voilà.
Je compte bien faire découvrir Alain Soral au Québec. Il est, à ma grande surprise, très peu connu. Puis il va venir m'aider à nous faire comprendre comment on est manipulé. Lui, il va sans concession, un peu comme toi, Bertrand. Moi, dans le cas ici des prières de rue, j'ai dénoncé, j'ai dit aux gens, faites attention. Puis comme tu dis, regardez toujours à qui profite le crime. Et là, je suis content parce que qu'est-ce qu'on parle ce soir? J'ai au moins éclairé là, une dizaine de personnes depuis une dizaine de jours pour leur expliquer ça. Des gens qui étaient très crinqués, là, qui étaient sur le bord de l'islamophobie, puis d'embarquer dans le jeu de ceux qui contrôlent les médias. Et c'est très important, à mon avis, de sortir de ça. Et juste un point, d'ailleurs, Karl, j'en profite pour le dire et le répéter, parce que tout à l'heure, on parlait de Substack, et je voulais dire, compte tenu de tout ce qui s'est passé autour du 15 août et de la fête de la Vierge, et que je considère que mes lettres sont importantes, j'ai décidé de baisser très fort le prix pendant quelques jours. Et j'ai baissé de 45%. Je trouve que le prix de mon Substack est pas cher, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés. Et je sais que pour les gens au Québec, compte tenu des cours, des monnaies, etc., c'est pas forcément simple. Donc je veux dire à tout le monde que s'ils s'abonnent, et je vais laisser ça encore 2-3 jours, eh bien c'est pour ainsi dire moitié prix. Sachant que le prix par rapport à toutes les lettres, et toi tu les reçois et tu les lis, Karl, donc tu peux dire, il y a vraiment, c'est très qualitatif en fait. Puis j'affiche ton courriel aussi pour les gens qui veulent te rejoindre. Tu es toujours disponible, tu réponds dans des délais raisonnables aussi. Karl, il faut que d'ici 5 ou 10 minutes j'arrête parce que je dois déposer merveilleux à la gare. Mais on peut refaire dans les jours qui viennent si tu veux. Parce qu'à mon avis, l'actualité va être très chargée avec ce qui va se passer demain à Washington. Donc, si tu veux qu'on commande demain ce qui se passe à Washington, c'est très important à mon avis. Oui, la semaine, le matin, tu sais que je travaille, mais je peux toujours faire des entrevues à 4 heures du matin, heure du Québec, 10 heures, heure de France. Donc, quand tu es disponible cette semaine, je suis là aussi. Mardi, il faudrait qu'on le fasse parce que l'actualité va être très, très... à mon avis, on va voir que Trump a vraiment pas le contrôle, quoi. Il vient de le prouver en acceptant de ne pas recevoir que Zelensky. C'est-à-dire que t'imagines, pour Poutine, il voit ça, il se dit mais à quoi ça sert de voir Trump? Et en quelques heures ou en quelques jours, le coup de la lettre de Mélania. Et vraiment, je voudrais que tout le monde réalise l'impact que ces choses-là ont. Ça passe en boucle dans les télés. Mais Mélania Trump accuse la Russie d'enlever des enfants, la femme de Donald Trump. Ah non, ça marche pas, ça. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ben oui. Écoute, puis je veux qu'on continue, là, la prochaine... on le fera peut-être plus en fin de semaine prochaine. C'est toutes les amalgames qu'on fait avec la communauté juive. Moi, depuis que j'ai appris l'histoire des Khazars aux alentours de 800, ma vision du peuple juif s'est transformée beaucoup. Puis l'autre chose aussi, des Juifs qui viennent essentiellement de l'Europe, l'ex-Europe de l'Est. Oui, souvent russophobes, qui influencent beaucoup les politiciens américains. Ça, il faut faire voir aux gens. Très russophobe. Il faut savoir que quand il y a quelqu'un qui s'est amusé à interroger Grok pour avoir des statistiques de qui a essayé de détruire la Russie pendant la Révolution, etc., etc. C'est effrayant ce que répond Grok. Effrayant. Ah oui, hein, puis c'est intéressant. On va faire des expériences ensemble, Bertrand, parce que je suis pas très familier avec l'intelligence artificielle, puis je sais qu'on pourrait peut-être de temps en temps l'écouter, qu'on puisse faire l'expérience. Donc, là-dessus que j'aimerais qu'on parle, parce que quand je me suis fait traiter d'antisémite puis de nazi la semaine passée, j'ai trouvé ça quand même flatteur. Parce qu'à un moment donné, moi, ça porte plus, ça, là. Et puis, qu'est-ce que je voulais te dire aussi là-dessus? C'est... ah oui, j'ai dit, hey, j'ai pas eu de réponse. J'ai gardé le silence plutôt. Mais j'aurais pu citer Merschmeyer, Jeffrey Sachs. Le général Delaware aimait beaucoup me citer des sources de la communauté juive pour appuyer ses dires. Gideon Lévy,
C'est très important, ça, c'est de montrer que c'est pas monolithique, ce peuple-là, puis qu'il faut mettre en lumière ceux qui veulent sortir de cette vision eschatologique du monde-là. Ça, c'est important. Puis l'autre chose que je veux qu'on traite dans les prochaines émissions, l'autre amalgame qu'on aime faire, j'ai invité mes auditeurs ces derniers jours à au moins, s'il vous plaît, faire la différence entre un sunnite et un chiite. Tout d'abord, si on réussit à faire ça, on a une grosse partie du problème de régler pour sortir aussi de l'amalgame des Arabes, islamistes, terroristes. Il faut les éliminer. Il faut sortir de cette logique-là. Donc, d'essayer de décrire c'est quoi le wahhabisme. Jean-Michel Vernochet, hier, m'a fait une excellente émission là-dessus. Il me l'a expliqué, mais il faut le répéter. Oui, mais c'est important. Parce que ceux qui contrôlent les communautés musulmanes dans les pays occidentaux, c'est les wahhabites. Des gens, c'est eux qui mènent la gang. Donc, une fois qu'on va les avoir identifiés, puis bien, ils n'auront plus de pouvoir sur le peuple. Alain Soral propose une alliance entre les patriotes français et musulmans. Bien sûr, il a raison. Puis Delaware me disait la même chose. Mais c'est exactement ce que Dieu voulait. Ah oui, hein? La raison pour laquelle il envoie son fils et qu'ensuite il parle à Mohamed, il n'y a qu'à lire le Coran pour comprendre que les musulmans sont censés être l'armée des chrétiens vraisemblablement face aux Khazars. Ah oui? Ah, on va en parler. Sur les problèmes de wokisme et de LGBTQ+, s'il n'y avait pas eu les musulmans, mais on serait totalement envahi. Hein. C'est les seuls qui ont résisté. Hein. Ah oui, tu fais bien de le noter. Tu fais très bien de le noter. Donc, juste pour terminer, Bertrand, on n'avait pas, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas dépassé le 1000 auditeurs en direct à l'émission. Puis malgré qu'on n'ait pas eu YouTube, c'est très encourageant. On est actuellement 1050 à nous écouter. On a quasiment doublé notre auditoire de la dernière émission. Donc, je tiens à remercier les gens. Je pense que le message a passé. Puis on va continuer. Puis cette vidéo-là va être sur ta page YouTube là, dans les prochaines heures. Exactement. Merci Bertrand. Carl, merci à tous. Et puis donc mardi, on fait une émission spéciale Zelensky et Macron à Washington. À 4 heures du matin, heure du Québec, et 10 heures, heure de France. Parfait, Bertrand. J'accepte. Bye-bye. Lives are not defined by any one action. Our lives are the sum of our choices. Everything you were, everything you've done has come to this. When the need for certainty is absolute and the odds are deemed impossible, the mission falls to him. Should he choose to accept? For every life you tried to save, you gambled millions more. And now the fate of every living soul on earth is your responsibility. That's the pattern, isn't it? You refuse to sacrifice the ones you hold close. You've always been on the right side, brother. I have no regrets. Neither should you. I need you to trust me. One last time. Le mal a toutes sortes de dénominations.
Dans l'Ancien Testament, c'est Satan, Lucifer. Le diable. Tout à fait. Sachez que le mal est une ombre qui se trouve à l'extérieur de notre monde et qui cherche sans relâche à y entrer de force. Quoi? Quoi? C'est de la folie?